Quand Éclair hennit désespérément devant la maison abandonnée, personne ne pouvait imaginer qu'un cheval porterait le dernier message d'un père à sa fille. Ce que Julien découvrirait en suivant l'animal obstiné allait déterrer des secrets enfouis depuis 30 ans. Le soleil se levait doucement sur le petit village de Saint-Étienne-du-Mont, niché au cœur des Alpes françaises. Les premières lueurs dorées caressaient les toits d'ardoise et les fenêtres des maisons en pierre, éveillant progressivement le hameau endormi. Dans un pré verdoyant à la lisière du village, un magnifique étalon à la robe alezan se tenait immobile, son regard fixé sur l'horizon montagneux. Éclair, C était son nom, un cheval d'une intelligence rare qui avait été le fidèle compagnon de Marcel Dupont pendant plus de 15 ans. Marcel, un vieux berger de 78 ans, avait quitté ce monde 3 semaines auparavant, emporté par une pneumonie qui avait eu raison de sa constitution pourtant robuste. Sa disparition avait laissé un vide immense dans le cœur des villageois qui l'appréciaient pour sa sagesse et ses histoires d'antan racontées le soir à l'auberge du village. Mais pour personne ce vide-haine était aussi profond que pour Éclair. Julien Bertrand, un fermier de 45 ans aux mains calleuses et au regard bienveillant, avait accepté de prendre soin du cheval. « Je te le promets, mon ami », avait-il dit à Marcel sur son lit de mort, tenant sa main ridée entre les siennes. « Je veillerai sur Éclair comme si C était le mien. » Pourtant, depuis la disparition de Marcel, Éclair manifestait un comportement étrange. Chaque matin, vers 10 heures, il forçait la barrière du pré et échappait, empruntant toujours le même chemin escarpé qui menait à l'ancienne maison de Marcel, perchée à flanc de montagne, à près de 2 kilomètres du village. « Je ne comprends pas », confia Julien à sa femme Élise, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner dans leur cuisine rustique aux poutres apparentes. « C'est la 4e fois cette semaine. Je le retrouve toujours au même endroit, devant la maison abandonnée de Marcel, hennissant comme s'il appelait quelqu'un. » Élise, une femme aux cheveux châtains et au visage doux marqué par les années, posa sa tasse de café sur la table en bois massif. « Les animaux sentent des choses que nous ne pouvons pas percevoir, » dit-elle pensivement. « Peut-être qu'Éclair ressent encore la présence de Marcel là-bas. Ce qui m'inquiète, poursuivit Julien en tartinant une épaisse tranche de pain de campagne, c'est qu'il refuse de bouger de là. Je dois pratiquement le tirer pour le ramener au pré. Et puis, ces hennissements, ils sont différents, presque désespérés. » À cet instant, leur conversation fut interrompue par le galop précipité d'un cheval passant devant leur fenêtre. Julien se leva d'un bond, renversant presque son café. « C'est lui, il s'est encore échappé !» Sans prendre le temps de finir son petit déjeuner, Julien enfila sa veste en toile cirée et sortit en trombe. Au lieu de courir après l'animal, il décida cette fois de le suivre discrètement. « Aujourd'hui, je vais comprendre ce qui l'attire là-haut », murmura-t-il, déterminé. Le chemin qui menait à l'ancienne demeure de Marcel serpentait à travers une forêt de pins et de chênes centenaires. L'automne avait teinté les feuillages de rouge et d'or, créant un tableau saisissant sous la lumière matinale. Julien suivait les traces des éclairs dans la terre humide, son souffle formant de petits nuages dans l'air frais de la montagne. Après une vingtaine de minutes de marche, le sentier S élargit pour déboucher sur une clairière. Là, adossée à une falaise calcaire, se dressait la maison de Marcel. Une bâtisse modeste, mais charmante, construite en pierre locale et au toit de lauze, typique de la région. Les volets bleus délavés pendaient tristement, et la glycine qui autrefois ornait la façade semblait avoir perdu de sa vigueur depuis que son propriétaire N était plus là pour en prendre soin. Et devant cette maison se tenait Éclair, immobile comme une statue équestre, sa robe luisante sous le soleil d'automne. Il fixait intensément une fenêtre du premier étage et poussait de longs hennissements, comme s'il appelait quelqu'un. « Qu'est-ce que tu vois, mon grand ?» murmura Julien en s'approchant lentement du cheval pour ne pas l'effrayer. Il posa doucement sa main sur l'encolure puissante de l'animal. « Qu'est-ce qui te tracasse tant ?»
Éclair tourna légèrement la tête vers Julien, ses grands yeux bruns semblant presque communiquer une détresse humaine. Puis, à la surprise du fermier, le cheval se mit en mouvement, se dirigeant vers la porte d'entrée de la maison. Là, il se cabra légèrement et frappa 3 fois le bois vieilli avec son sabot avant de reculer, comme pour inviter Julien à entrer. « Tu veux que j'aille voir à l'intérieur » demanda Julien, incrédule devant ce comportement si peu ordinaire pour un cheval, même aussi intelligent que Éclair. Les clés de la maison se trouvaient encore dans la poche de sa veste. Marcel les lui avait confiées peu avant sa mort, lui demandant de veiller occasionnellement sur la demeure jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant son avenir. Julien n'était pas retourné dans la maison depuis l'enterrement, trouvant trop douloureux de se retrouver dans ces lieux imprégnés des souvenirs de son vieil ami. Avec des mains légèrement tremblantes, Julien inséra la clé dans la serrure rouillée. Le mécanisme résista un instant avant de céder dans un grincement qui résonna dans le silence de la montagne. La porte s'ouvrit lentement, révélant un intérieur plongé dans la pénombre. Une odeur familière l'accueillit, un mélange de bois ancien, de livres poussiéreux et de cette senteur particulière qui appartenait uniquement à Marcel, comme un vestige de sa présence. Julien resta un moment sur le seuil, submergé par l'émotion. Derrière lui, Éclair hennit doucement, l'encourageant à avancer. « D'accord, d'accord », murmura Julien en faisant un pas à l'intérieur. « Je vais voir ce qui te préoccupe tant. » La maison était exactement comme Marcel l'avait laissée. Une cuisine modeste mais chaleureuse occupait la partie gauche de la pièce principale, avec sa vieille cuisinière à bois et sa table en chêne massif où Julien avait partagé d'innombrables repas avec le vieil homme. À droite, un salon simple meublé de 2 fauteuils usés par le temps faisait face à une cheminée en pierre où quelques bûches attendaient encore d'être allumées. Partout, des objets racontaient l'histoire d'une vie. Des photographies jaunies, encadrées sur les murs, des livres aux reliures fatiguées empilés près de son fauteuil préféré, une vieille pipe posée sur un cendrier en cuivre. Marcel n'avait jamais été un homme fortuné, mais sa maison respirait une richesse des âmes que Julien avait toujours admirée. De l'extérieur, Éclair poussa un autre hennissement, plus insistant cette fois. Julien se retourna et vit que le cheval fixait maintenant l'escalier en bois qui menait à les étages. « Tu veux que je monte ?» demanda Julien, se sentant un peu ridicule de parler ainsi à un animal. Pourtant, quelque chose dans le comportement des Éclair était si délibéré, si intentionnel, qu'il était difficile de l'ignorer. Les marches craquèrent sous son poids alors qu'il montait avec précaution. L'étage supérieur abritait 2 chambres et un petit bureau où Marcel passait souvent ses soirées d'hiver à écrire dans son journal ou à lire à la lueur d'une lampe à pétrole, même s'il avait finalement accepté l'installation de l'électricité dans les années 90. Julien hésita devant la porte du bureau, puis l'ouvrit. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de dentelle, dessinant des motifs délicats sur le parquet usé. Le bureau en noyer de Marcel était là, couvert de papier et de livres. Une plume et un encrier se trouvaient près d'un carnet ouvert, comme si le vieil homme venait tout juste de s'interrompre dans sa rédaction pour aller chercher quelque chose. Un hennissement puissant retentit, faisant sursauter Julien. Éclair semblait s'impatienter. « Je ne comprends pas ce que tu veux me montrer », lança Julien par la fenêtre qu'il venait d'ouvrir. Le cheval se mit alors à frapper le sol de son sabot, fixant un point précis sur le mur adjacent au bureau. Julien suivit son regard et remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment observé auparavant. Une légère irrégularité dans la tapisserie défraîchie, comme si une partie du mur avait été modifiée. Intrigué, il s'approcha et tâta la surface. Sous ses doigts, il sentit une différence de texture. En examinant plus attentivement, il découvrit les contours d'une petite porte dissimulée dans le mur, presque invisible si on ne la cherchait pas spécifiquement. « Comment as-tu pu savoir cela ?» murmura-t-il, sidéré par l'intuition du cheval.
Avec précaution, Julien appuya sur ce qui semblait être un mécanisme d'ouverture. Un déclic se fit entendre et une petite porte s'ouvrit, révélant une cavité dans le mur. À l'intérieur se trouvait un étui à violon en cuir usé. Les mains de Julien tremblaient légèrement lorsqu'il saisit l'étui. Il savait que Marcel jouait du violon. Il l'avait entendu lors de quelques fêtes au village. Mais il ignorait l'importance que cet instrument avait pour lui. Il l'avait rarement mentionné dans leur conversation. Julien déposa l'étui sur le bureau et l'ouvrit avec précaution. À sa surprise, l'intérieur ne contenait pas d'instrument, mais une collection de lettres jaunies, soigneusement attachées avec un ruban bleu décoloré, ainsi qu'une enveloppe scellée portant un nom. Mathilde. Mathilde. Ce nom résonna dans l'esprit de Julien. Marcel avait occasionnellement mentionné une fille partie depuis longtemps. Leur relation s'était détériorée des années auparavant et ils avaient perdu contact. Marcel en parlait rarement, mais quand il le faisait, sa voix trahissait toujours un profond regret. En plus des lettres, l'étui contenait un petit carnet relié en cuir et une clé ancienne attachée à une étiquette jaunie par le temps. Sur l'étiquette, Marcel avait écrit de sa main tremblante « Pour Mathilde, le trésor de notre famille ». Julien hésita, se demandant s'il avait le droit de lire ses documents personnels. Mais l'insistance d'Éclair, son comportement inexplicable depuis la mort de Marcel, semblait indiquer que le cheval voulait que ces objets soient découverts. Avec respect, il ouvrit le carnet et commença à lire la première page. « Ma chère Mathilde, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus de ce monde. J'ai passé les dernières années de ma vie à regretter notre dispute, à souhaiter avoir eu le courage de te retrouver, de te demander pardon. La fierté est le plus terrible des poisons. Elle m'a privé de ma fille, de ton sourire, de la joie de te voir devenir la femme extraordinaire que tu es certainement aujourd'hui. » Des larmes montèrent aux yeux de Julien. La douleur qui imprégnait ses mots était palpable, sincère. Il tourna délicatement quelques pages et comprit que ce carnet contenait non seulement des lettres jamais envoyées, mais aussi des indications précises sur des biens de famille que Marcel destinait à sa fille. Depuis la cour, Éclair hennit à nouveau, mais différemment cette fois, un son presque soulagé, comme si sa mission était accomplie. Julien referma doucement le carnet, submergé par l'émotion. Les rayons du soleil, désormais plus haut dans le ciel, baignaient la pièce d'une lumière dorée, comme pour souligner l'importance de sa découverte. Il s'approcha de la fenêtre et regarda Éclair qui, étrangement, semblait maintenant plus calme, presque apaisé. « Tu savais », murmura Julien en direction du cheval. « D'une façon ou d'une autre, tu savais que ces souvenirs étaient cachés ici ?» Il rassembla soigneusement les lettres, le carnet et la clé, les replaçant dans l'étui à violon. Une question importante se posait maintenant. Comment retrouver Mathilde ? Marcel avait été si discret concernant sa fille que Julien ignorait presque tout d'elle, où elle vivait, ce qu'elle faisait. Il n'était même pas certain qu'elle ait été informée du décès de son père. En redescendant l'escalier, Julien sentit le poids de la responsabilité qui pesait désormais sur ses épaules. Il était devenu le gardien des derniers souhaits de Marcel, le messager d'une réconciliation que le vieil homme n'avait jamais pu accomplir de son vivant. Une fois à l'extérieur, Éclair s'approcha de lui et frotta doucement sa tête contre son épaule, un geste d'une tendresse surprenante pour un animal de cette taille et de cette force. « Tu as bien fait, mon grand, » dit Julien en caressant l'encolure puissante du cheval. « Grâce à toi, nous pourrons peut-être réparer ce qui a été brisé. » Sur le chemin du retour vers le village, Julien porta l'étui à violon avec une révérence presque religieuse. Son esprit tourbillonnait de questions et d'émotions contradictoires. Devait-il ouvrir les lettres, les lire ? Ou respecter leur caractère privé et se concentrer uniquement sur la recherche de Mathilde, chose étonnante. Éclair le suivait docilement, sans qu'il ait besoin de le guider, comme si sa mission mystérieuse était accomplie. Le comportement de l'animal ne cessait de surprendre Julien.
renforçant sa conviction que certaines choses dans ce monde dépassaient l'entendement humain. De retour à la ferme, Élise l'attendait sur le perron, visiblement inquiète. Julien J. était morte d'inquiétude. « Tu es partie si vite que... » Elle s'interrompit en voyant elle étui à violon et l'expression grave sur le visage de son mari. « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est ?»« Une longue histoire » répondit-il en entrant dans la cuisine chaleureuse. Il déposa à elle étui sur la table et raconta à sa femme les événements étranges de la matinée. Le comportement des Claire, la découverte de la cachette secrète et des lettres destinées à la fille de Marcel. Élise, elle, écouta attentivement, ses yeux élargissant au fur et à mesure que le récit progressait. Quand il eut terminé, elle resta silencieuse un moment, digérant cette histoire extraordinaire. « Nous devons la retrouver, » dit-elle finalement. Mathilde doit savoir que son père pensait à elle, qu'il regrettait leur séparation. « Mais comment ?» demanda Julien. Marcel ne parlait presque jamais d'elle. Je ne sais même pas son nom de famille actuel. Si elle est mariée... Commence par elle, étui, suggéra Élise. Peut-être que les lettres contiennent des indices sur son lieu de résidence ou des noms de personnes qui pourraient nous aider à la retrouver. Avec précaution, ils ouvrirent à nouveau elle, étui, et examinèrent son contenu plus en détail. Les lettres, jaunies par le temps, étaient datées de différentes époques et s'étalant sur près de 20 ans. Certaines remontaient à l'enfance de Mathilde, d'autres étaient beaucoup plus récentes, écrites seulement quelques mois avant la mort de Marcel. « Il n'a jamais cessé de écrire », murmura Élise, émue. Même sans espoir de réconciliation, il continuait à lui parler à travers ses lettres. Julien ouvrit délicatement le carnet et commença à le feuilleter, à la recherche d'indices plus concrets. Vers le milieu, une page attira son attention. Marcel y avait noté ce qui ressemblait à une adresse à Paris, accompagnée d'une note « Dernière adresse connue de Mathilde. Information de Gaston, 2018. » « Gaston ?» répéta Élise. « Le facteur à la retraite ?»« Oui, ils étaient amis, » confirma Julien. Si Gaston a aidé Marcel à trouver l'adresse de sa fille, peut-être pourrait-il nous en dire plus. Il examina ensuite la mystérieuse clé attachée à l'étiquette mentionnant « le trésor de notre famille ». Elle était ancienne, en fer forgé, ornée de motifs délicats, certainement pas une clé ordinaire pour une porte ou un cadenas. « Regarde », dit Élise en pointant une inscription sur elle, étiquette que Julien n'avait pas remarquée. Au verso, Marcel avait noté « Banque régionale de Lyon, coffre numéro 237. » « Un coffre-fort » murmura Julien. Marcel avait un coffre à la Banque de Lyon contenant quelque chose qu'il voulait léguer à sa fille. « Il faut d'abord la retrouver, » dit Élise d'un ton décidé. « Demain, nous irons parler à Gaston. » S'il a aidé Marcel à trouver l'adresse de Mathilde il y a quelques années, il pourrait nous donner un point de départ. Cette nuit-là, Julien eut du mal à trouver le sommeil. Allongé dans l'obscurité, écoutant la respiration régulière d'Élise à ses côtés, il ne cessait de penser à Marcel, à sa fille perdue et au rôle extraordinaire qu'Éclair avait joué dans cette révélation. Comment le cheval avait-il pu savoir? Avait-il vu Marcel cacher ses objets? Ou était-ce quelque chose de plus profond, un lien inexplicable entre l'animal et son maître défunt? Au petit matin, Julien se rendit dans le pré où Éclair paissait tranquillement. Pour la première fois depuis la mort de Marcel, le cheval semblait en paix, comme si un fardeau avait été levé de ses épaules, si tant est qu'un cheval puisse porter un tel fardeau émotionnel. « Tu es vraiment extraordinaire, » lui dit Julien en lui offrant une pomme qu'il avait apportée. « Je ne comprends pas comment tu as fait, mais je te promets que nous allons achever ce que tu as commencé. » Éclair accepta la pomme et frotta à nouveau sa tête contre l'épaule de Julien, dans ce geste de complicité qui semblait désormais familier entre eux. Quelques heures plus tard, Julien et Élise se rendaient à la petite maison de Gaston Lefebvre, située à l'autre bout du village.
Ancien facteur, Gaston avait passé plus de 40 ans à sillonner les routes de la région, devenant ainsi le confident de nombreux villageois. À 82 ans, il vivait seul mais restait alerte et impliqué dans la vie communautaire. La maison de Gaston se trouvait à l'extrémité est du village, une petite bâtisse en pierre aux volets rouges entourée d'un jardin méticuleusement entretenu. Des dahlias multicolores bordaient l'allée menant à la porte d'entrée, témoignant de la passion du vieil homme pour le jardinage. Julien frappa 3 coups sur la porte en bois massif. Elle l'étui à violon serré contre lui comme un trésor précieux. Quelques instants plus tard, ils entendirent des pas lents s'approcher. « Qui est là ?» demanda une voix chevrotante. « C'est Julien Bertrand et Élise. Nous aurions besoin de vous parler, monsieur Lefebvre. C'est au sujet de Marcel. » La porte s'ouvrit, révélant un homme mince, aux cheveux blancs clairsemés et au visage ridé, mais éclairé par des yeux d'un bleu vif, toujours curieux et alerte malgré son âge avancé. « Julien, Élise !» les salua-t-il avec un sourire chaleureux. « Quelle bonne surprise! Entrez donc, je venais juste de faire du café. » Ils le suivirent dans un salon modeste mais accueillant, orné de photographies anciennes et de souvenirs accumulés au fil d'une longue vie. Des livres s'empilaient sur presque chaque surface disponible, révélant la passion de Gaston pour la lecture. « Alors, dit-il en leur servant du café dans des tasses en porcelaine délicate, « vous voulez me parler de ce cher Marcel, que Dieu ait son âme. » Julien déposa l'étui à violon sur la table basse et expliqua leur découverte de la veille, le comportement étrange des clercs, les lettres cachées et leur quête pour retrouver Mathilde. Gaston, elle, écouta attentivement, hochant occasionnellement la tête, son regard devenant plus grave au fur et à mesure que l'histoire progressait. « Oui, dit-il finalement, quand Julien eut terminé. J'ai effectivement aidé Marcel à retrouver l'adresse de sa fille. Était il y a environ 3 ans maintenant. Il se leva lentement et se dirigea vers une bibliothèque où il extirpa un épais carnet relié en cuir. J'ai gardé des contacts dans le service postal, expliqua-t-il en feuilletant les pages jaunies. Un ancien collègue à Paris m'a aidé à localiser Mathilde. Ce N était pas facile. Elle s'appelle maintenant Mathilde Laurent. Elle a pris le nom de son mari. Laurent, répéta Élise. Comme la grande famille de viticulteurs? Exactement, confirma Gaston. Elle a épousé Philippe Laurent, héritier d'un domaine viticole assez renommé dans la région de Bordeaux. Ils vivent dans un manoir près de Saint-Émilion. Vous l'avez donc trouvé, dit Julien, impressionné. Marcel a-t-il essayé de la contacter après cela? Gaston soupira, son regard se perdant dans les souvenirs. Il voulait le faire, il a même écrit plusieurs lettres, mais il ne les a jamais envoyées. La peur, je suppose. La peur d'être rejeté, de raviver d'anciennes blessures. Savez-vous pourquoi ils se sont brouillés? Demanda Élise doucement. Le vieil homme prit une gorgée de café avant de répondre. Était à propos du mari de Mathilde, si je me souviens bien. Marcel n'approuvait pas cette union. Il pensait que Philippe, elle, épousait pour les terres que possédait la famille Dupont dans la région. Des parcelles qui avaient appartenu aux ancêtres de Marcel et qui auraient pu compléter le domaine des Laurent. Des mots durs ont été échangés, des accusations. Vous savez comment ces choses peuvent dégénérer. Julien hocha la tête. Dans les petites communautés comme la leur, les querelles familiales pouvaient prendre des proportions dramatiques et laisser des cicatrices pendant des générations. Mais vers la fin, poursuivit Gaston, Marcel regrettait amèrement cette dispute. Il m'a confié qu'il avait été injuste, trop protecteur peut-être. Il voulait renouer le contact, mais ne savait pas comment s'y prendre après tant d'années de silence. « Et maintenant, c'est trop tard », murmura Élise, les yeux brillants de larmes. « Peut-être pas », répondit Gaston en tapotant le carnet. « Il n'est jamais trop tard pour transmettre un message d'amour et de réconciliation, même par-delà la mort. »
Il nota soigneusement l'adresse de Mathilde Laurent sur un morceau de papier et le tendit à Julien. « Voici où elle habite, du moins la dernière adresse que j'avais. Il y a aussi un numéro de téléphone, mais je ne sais pas s'il est toujours valide. » Julien prit le papier avec gratitude. « Merci, monsieur Lefebvre. Vous nous avez été d'une aide précieuse. Il y a autre chose que vous devriez savoir, » ajouta Gaston, alors qu'il s'apprêtait à partir. « Marcel m'a parlé une fois d'un héritage familial. Des bijoux, je crois, et peut-être d'autres objets de valeur. Il voulait que Mathilde les reçoive, qu'elle sache qu'il n'avait jamais cessé de penser à elle comme à sa fille bien-aimée. » « Le trésor de famille mentionné avec la clé, » confirma Julien. « Nous avons trouvé une référence à un coffre à la Banque régionale de Lyon. » Gaston hocha la tête. Marcel se rendait à Lyon 2 fois par an, généralement au printemps et à l'automne. Il disait que C était pour honorer le passé. Je suppose maintenant qu'il allait vérifier ce coffre. En quittant la maison de Gaston, Julien et Élise se sentaient à la fois éclairés et plus responsables encore. Une partie du mystère S était dissipée, mais la tâche qui les attendait semblait maintenant plus concrète, presque intimidante. « Saint-Émilion est à plus de 8 heures de route, » dit Élise, en consultant une carte sur son téléphone tandis qu'il marchait. « Et Lyon est dans la direction opposée. Comment veux-tu procéder ?» Julien réfléchit un moment. « Je pense que nous devrions d'abord essayer de contacter Mathilde par téléphone. Si nous pouvons établir un contact, nous déciderons ensuite de la meilleure façon de lui remettre les lettres de son père et d'aborder la question du coffre-fort. Et si elle refuse de nous parler? Si la blessure est trop profonde? Alors nous respecterons sa décision, » répondit Julien avec résignation. « Mais nous devons au moins essayer pour Marcel. » Et pour Éclair, cette mention du cheval les ramena à une question qui continuait de les troubler. Comment l'animal avait-il pu savoir pour les lettres cachées? Qu'est-ce qui l'avait poussé jour après jour à retourner à cette maison déserte et à appeler si désespérément? « Il y a des choses qui nous dépassent, » dit doucement Élise, comme si elle lisait dans les pensées de son mari. « Des liens que nous ne pouvons pas toujours comprendre. » De retour à la ferme, Julien et Élise s'installèrent dans leur salon. Le téléphone posé sur la table basse semblait les narguer, comme un objet chargé d'un pouvoir intimidant. Ils avaient décidé d'appeler Mathilde immédiatement, conscients que chaque jour de retard ne ferait qu'alourdir le poids de leurs responsabilités. « Tu veux que je le fasse ?» proposa Élise, voyant l'hésitation de son mari. Julien secoua la tête. « Non, je dois le faire. C était mon ami, et c'est Éclair qui m'a guidé vers ces lettres. » Il prit une profonde inspiration et composa le numéro que Gaston leur avait fourni. Son cœur battait la chamade pendant que les tonalités se succédaient. 1, 2, 3, Domaine Laurent, bonjour. La voix était celle d'une femme, professionnelle et courtoise, probablement une employée du domaine viticole. Bonjour, je m'appelle Julien Bertrand. Je souhaiterais parler à Madame Mathilde Laurent, s'il vous plaît. C'est au sujet de son père, Marcel Dupont. Un silence s'installa à l'autre bout de la ligne. « Un instant, je vous prie, » dit finalement la voix, avant que la communication ne soit mise en attente. Julien jeta un regard nerveux à Élise, qui lui adressa un sourire encourageant. Après ce qui sembla une éternité, une nouvelle voix féminine, plus grave et légèrement hésitante, prit la parole. « Allô, ici Mathilde Laurent. » Julien ferma brièvement les yeux, frappé par la ressemblance de cette voix avec celle de Marcel, la même inflexion mélodieuse, le même léger accent montagnard que des années de vie en plaine n'avaient pas complètement effacé. « Madame Laurent, je m'appelle Julien Bertrand. J'y étais... Je suis un ami proche de votre père, Marcel Dupont. Mon père !» Sa voix trahissait à la fois surprise et méfiance. « Comment va-t-il? Est-ce qu'il vous a demandé de m'appeler ?» Julien sentit son cœur se serrer. Elle ne savait pas. Personne ne l'avait informé du décès de son père. « Madame,
Je suis désolé d'être celui qui vous l'apprend, mais votre père est décédé il y a près d'un mois. Une pneumonie. » Sa voix se brisa légèrement. Le silence qui suivit était lourd, presque tangible, traversé seulement par un souffle tremblant. « Je vois », dit finalement Mathilde, sa voix maintenant distante, comme si elle parlait à travers un voile. « Je vous remercie de m'en informer, monsieur Bertrand. Madame Laurent, il y a autre chose, » continua Julien, sentant qu'il devait tout dire maintenant, ou risquer de perdre cette fragile connexion. « Votre père a laissé des lettres qui vous sont destinées, des dizaines de lettres qu'il a écrites au fil des ans, mais qu'il n'a jamais envoyées. »« Des lettres ?» répéta-t-elle, une note d'incrédulité dans la voix. Julien lui raconta alors l'histoire étrange de Éclair, ses visites insistantes à la maison abandonnée, la découverte de la cachette secrète et de l'étui à violon contenant les précieuses missives. « Son cheval ?» dit-elle, la surprise remplaçant momentanément le chagrin dans sa voix. « Je me souviens de Éclair. J'y étais là quand mon père l'a recueilli. Il y a, mon Dieu, ça doit faire 15 ans maintenant, un poulain orphelin dont personne ne voulait. Il est devenu l'animal le plus important dans la vie de votre père, confirma Julien. Ils étaient inséparables. Et maintenant, c'est comme si Éclair voulait accomplir une dernière mission pour lui. » Il y eut un autre silence, puis Mathilde parla à nouveau, sa voix désormais teintée d'émotions contenues. « Ces lettres, qu'est-ce qu'elles disent ? Je n'ai pas voulu les lire, » avoua Julien. « Elles vous sont adressées, mais d'après le peu que j'ai vu, votre père regrettait profondément votre séparation. Il souhaitait vous recontacter, mais n'a jamais trouvé le courage de le faire. » Un léger sanglot se fit entendre à l'autre bout de la ligne. « Après toutes ces années, il y a aussi une clé, » ajouta Julien. « Une clé pour un coffre à la Banque régionale de Lyon. Votre père voulait que vous receviez ce qu'il appelle le trésor de notre famille. » Un nouveau silence, plus prolongé cette fois. Julien pouvait presque sentir Mathilde lutter avec les émotions qui l'assaillaient. Chagrin, regret, peut-être même colère contre les années perdues. « Monsieur Bertrand, » dit-elle finalement, sa voix retrouvant une certaine stabilité. « Je vous suis reconnaissante de m'avoir contacté. Je dois réfléchir à tout cela. C'est beaucoup à assimiler d'un coup. »« Je comprends parfaitement, » assura Julien. « Prenez le temps qu'il vous faut. Les lettres et la clé seront gardées en sécurité chez moi. »« Non !» l'interrompit-elle avec une soudaine détermination. « Non, je vais venir. Je dois voir ces lettres. Voir la maison une dernière fois, et Éclair aussi. »« Vous seriez la bienvenue, » dit sincèrement Julien. « Notre ferme n'est pas très grande, mais nous avons une chambre d'amis confortable. Je vous remercie, mais je réserverai une chambre à l'auberge du village. Je connais l'endroit. » Sa voix s'adoucit légèrement. « J'y ai passé mon enfance, après tout. » Il convint que Mathilde arriverait dans 3 jours, le temps pour elle d'organiser son voyage et de préparer son absence du domaine viticole. Après avoir raccroché, Julien resta immobile un long moment, le téléphone toujours à la main, submergé par l'intensité de cette conversation. « Elle vient », dit-il finalement à Élise. Elle ne savait même pas que son père était mort. « Oh, Julien !» murmura Élise en posant une main compatissante sur son bras. Quelle terrible façon de l'apprendre. « Je sais, » soupira-t-il, mais elle a semblé, je ne sais pas, soulagée, peut-être. De savoir qu'il avait pensé à elle, qu'il avait tenté de maintenir un lien, même si c'est était à travers des lettres jamais envoyées. Les regrets sont des fardeaux lourds à porter, dit doucement Élise. Pour elle, comme pour Marcel, peut-être que maintenant, tous deux pourront trouver une forme de paix. Le lendemain matin, Julien se rendit au pré où Éclair paissait tranquillement. Le comportement du cheval avait radicalement changé depuis la découverte des lettres. Il ne échappait plus, ne montrait plus cette agitation qu'il avait caractérisée après la mort de Marcel. Au contraire, il semblait serein, presque satisfait. « Elle va venir, mon grand », lui dit Julien en lui offrant une carotte. Mathilde, la fille de Marcel.
Elle veut te voir aussi. » Et Claire releva la tête, ses oreilles se dressant comme s'il comprenait parfaitement ce que Julien venait de dire. Ses grands yeux bruns semblaient poser une question silencieuse. « Oui, elle se souvient de toi », confirma Julien, se sentant à nouveau un peu ridicule de converser ainsi avec un animal, mais incapable de s'en empêcher. Il y avait quelque chose chez ce cheval qui inspirait le respect, une intelligence et une sensibilité qui dépassaient ce qu'on attendait habituellement d'un équidé. Les 3 jours suivants passèrent lentement, chargés d'anticipation. Julien retourna à la maison de Marcel pour la nettoyer et l'aérer, enlevant les draps qui recouvraient les meubles, chassant la poussière qui était accumulée. Élise l'accompagna, apportant des fleurs fraîches pour égayer les pièces sombres. « Tu crois qu'elle voudra la garder ?» demanda Élise en arrangeant un bouquet de chrysanthèmes tardifs dans un vase en cristal terni par le temps. « La maison ?» Julien haussa les épaules. « Je ne sais pas, elle a sa vie à Saint-Émilion maintenant, mais c'est un héritage familial. Peut-être qu'elle voudra la garder comme résidence secondaire ou pour ses souvenirs d'enfance. » Le jour de l'arrivée de Mathilde, le ciel était dégagé après plusieurs jours de pluie intermittente. Une lumière automnale, claire et dorée, baignait le village de Saint-Étienne-du-Mont, faisant scintiller les gouttes de rosée sur les toits d'ardoise. Julien était levé à l'aube, plus nerveux qu'il ne voulait l'admettre. Il avait vérifié 3 fois que l'étui à violon et son précieux contenu étaient en sécurité dans le buffet du salon. « Détends-toi », lui conseilla Élise, en lui servant une tasse de café bien fort. « Tu es aussi agité qu'Éclair avant la découverte des lettres. »« Je ne peux pas m'en empêcher, » admit Julien. « J'ai l'impression de représenter Marcel aujourd'hui. Je ne veux pas le décevoir. » Élise posa une main apaisante sur son épaule. « Et Marcel serait fier de toi. Tu as fait ce qu'il n'a jamais eu le courage de faire, tendre la main à sa fille. » Vers midi, une élégante voiture noire aux vitres teintées s'engagea dans le chemin menant à leur ferme. Julien, qui guettait par la fenêtre, sentit son cœur s'accélérer. « Elle est là !» annonça-t-il à Élise qui terminait de préparer un plateau de rafraîchissement. Ils sortirent ensemble sur le perron pour accueillir leur invité. La portière de la voiture s'ouvrit et une femme en descendit avec grâce. Mathilde Laurent était grande et élancée, avec des cheveux poivre et sel coupés en un carré élégant. Malgré ses 55 ans, l'âge qu'il lui estimait, elle avait conservé une beauté classique qui rappelait immédiatement les photographies de jeunesse de Marcel que Julien avait vues dans la maison du vieil homme. « Madame Laurent » la salua Julien en s'avançant. « Bienvenue. Je suis Julien Bertrand et voici ma femme, Élise. » Mathilde s'approcha, ses yeux du même bleu intense que ceux de son père, scrutant rapidement le couple avant de se poser sur la maison derrière eux. Son visage, composé et digne, trahissait néanmoins une tension émotionnelle. « Merci de m'accueillir, monsieur et madame Bertrand », dit-elle en leur serrant la main. Sa voix était calme, contrôlée, mais avec une vulnérabilité sous-jacente qui toucha Julien. « Je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait. Appelez-nous Julien et Élise, je vous en prie, » dit Élise avec chaleur. « Entrez donc, le voyage a dû être fatigant. » Mathilde accepta l'invitation avec un léger sourire. Elle suivit le couple à l'intérieur, ses yeux observant attentivement les détails de cette ferme où son père avait passé de nombreuses heures en compagnie de Julien. Une fois dans le salon, un silence inconfortable s'installa. Julien se sentait soudain maladroit, incertain de la façon de procéder. Devait-il lui remettre immédiatement les lettres? Parler d'abord de Marcel, de leur amitié? Ce fut Mathilde qui rompit le silence. « Où est-il enterré ?» demanda-t-elle directement, sa voix légèrement plus basse qu'auparavant. « Au cimetière du village », répondit Julien. Près du vieux chêne, était son souhait. Elle hocha la tête, ses yeux se perdant un instant dans le vague. « J'aimerais m'y rendre plus tard, si vous pouviez m'indiquer le chemin. »« Bien sûr, » dit Élise.
Et nous vous y accompagnerons, si vous le souhaitez. Mathilde sembla sur le point de refuser, puis se ravisa. Ce serait gentil, merci. Julien se leva alors et se dirigea vers le buffet. Il en sortit l'étui à violon et le déposa délicatement sur la table basse devant Mathilde. « Voilà ce que Éclair voulait que nous trouvions, » dit-il doucement. « Les lettres de votre père, la clé du coffre et ce petit carnet où il a noté des choses qu'il voulait que vous sachiez. » Mathilde regarda l'étui sans le toucher, comme s'il s'agissait d'un objet sacré ou dangereux. Ses mains, croisées sur ses genoux, tremblaient légèrement. « C'était son étui à violon, » murmura-t-elle. « Il en jouait quand J était petite. Des airs montagnards, des mélodies qu'il inventait pour moi avant de me coucher. » Une larme solitaire glissa sur sa joue, qu'elle essuya rapidement du revers de la main. « Nous allons vous laisser un moment, » proposa Élise avec tact, faisant signe à Julien de la suivre. « Prenez votre temps, nous serons dans la cuisine si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Mathilde acquiesça avec gratitude. « Merci. » Une fois dans la cuisine, Julien et Élise s'occupèrent silencieusement, préparant le déjeuner tout en jetant des coups d'œil discrets vers le salon où Mathilde, désormais seule, avait finalement ouvert l'étui. Ils la virent sortir les lettres avec précaution, ses doigts caressant le ruban bleu qui les maintenait ensemble. « Nous devrions lui proposer d'aller voir Éclair après le déjeuner, » suggéra Élise à voix basse. Avant d'aller au cimetière, Julien approuva. Son cheval était si important pour Marcel. Je pense que Mathilde devrait comprendre le rôle qu'il a joué dans tout cela. Près d'une heure plus tard, Mathilde les rejoignit dans la cuisine, ses yeux rougis, mais son visage plus détendu comme libéré d'un poids. « Je ne les ai pas toutes lues, » dit-elle en acceptant la tasse de thé qu'Élise lui proposait. « Il y en a tellement. » Des années et des années de pensées, de regrets, d'amour jamais exprimés. Elle prit une gorgée de thé avant de poursuivre. Il parle de nos disputes, de sa fierté stupide qui l'a empêché de me contacter quand ma mère est décédée, de sa méfiance envers mon mari qui s'est avérée totalement infondée. Elle secoua la tête. Philippe a été un mari merveilleux pendant 30 ans. Jamais il n'a convoité les terres de mon père, comme il le craignait. Marcel était un homme bon, dit doucement Julien, mais aussi têtu et méfiant. Ces dernières années, il parlait souvent de ses regrets concernant votre relation. Il se blâmait entièrement. Nous étions deux dans cette querelle, admit Mathilde. J'aurais pu tendre la main aussi. La fierté est un héritage familial, j'en ai peur. Après le déjeuner, ils se rendirent au pré où Éclair paissait paisiblement. Dès qu'il aperçut les visiteurs, le cheval releva la tête, ses oreilles pointées avec intérêt. Puis, à la surprise de Julien et Élise, il s'approcha directement de la clôture, ses yeux fixés sur Mathilde. « Éclair » murmura-t-elle, visiblement émue. « Tu te souviens de moi, mon beau ?» Le cheval hennit doucement, comme en guise de salutation, puis tendit son museau vers elle par-dessus la barrière. Sans hésitation, Mathilde tendit la main et caressa son chanfrein avec une tendresse qui parlait d'une ancienne familiarité. « Je n'arrive pas à croire qu'il soit toujours aussi alerte à son âge, » dit-elle, s'adressant à Julien, mais gardant les yeux sur le cheval. « Il a dû avoir au moins 17 ans maintenant. 18 selon le vétérinaire, » confirma Julien. « Mais il a la vigueur d'un cheval beaucoup plus jeune. Marcel en prenait un soin exceptionnel. » Mathilde sourit tristement. « Papa a toujours mieux compris les animaux que les humains. C'était plus simple pour lui. » Elle ouvrit le portail et entra dans le pré, approchant Éclair avec confiance. Le cheval resta immobile, permettant à la fille de son ancien maître de l'examiner, de caresser son encolure puissante, de lui murmurer des mots que Julien et Élise ne pouvaient entendre. « Julien m'a raconté ce que tu as fait, » dit Mathilde au cheval, sa voix portant à peine jusqu'aux oreilles du couple qui observait à distance. « Comment tu savais pour les lettres, je ne le comprendrai jamais, mais merci. »
Merci de m'avoir rendu une partie de mon père que je croyais perdue à jamais. » Et Claire frotta sa tête contre l'épaule de Mathilde, dans ce même geste affectueux qu'il avait eu avec Julien après la découverte des lettres. « Il vous aime déjà », commenta Élise quand Mathilde revint vers eux, les yeux brillants d'émotion contenue. « Les chevaux se souviennent ?» dit simplement Mathilde. « J'y étais là, quand mon père l'a recueilli. J'ai aidé à le nourrir au biberon les premières semaines. Je ne savais pas que vous étiez encore en contact à cette époque, » dit Julien, surpris. « C'était juste avant notre dispute, » expliqua-t-elle. « Je venais d'annoncer mes fiançailles avec Philippe. Mon père était méfiant, mais pas encore hostile, et Claire a été la dernière chose que nous avons partagée avant. » Avant que tout ne s'effondre. Le silence qui suivit était chargé d'émotions, mais plus paisible qu'auparavant, comme si la présence d'eux et Claire avait d'une certaine façon apaisé les blessures du passé. « Nous devrions aller au cimetière maintenant, » suggéra doucement Julien. « La lumière est belle à cette heure de l'après-midi. » Mathilde acquiesça, caressant une dernière fois le museau des Claire avant de s'éloigner. Le cheval les regarda partir, immobile et attentif, sa silhouette majestueuse se détachant contre le vert des pâturages et le bleu du ciel automnal. Le cimetière de Saint-Étienne-du-Mont était un lieu paisible, établi sur une légère élévation, offrant une vue imprenable sur les montagnes environnantes. Des rangées de pierres tombales anciennes et plus récentes s'alignaient sous des cyprès centenaires et des érables dont les feuilles dorées tourbillonnaient doucement dans la brise d'automne. Julien guidait le petit groupe à travers les allées gravillonnées, Mathilde à ses côtés et Élise légèrement en retrait, respectant l'intimité de ce moment. Ils s'arrêtèrent finalement devant une tombe simple mais bien entretenue. La pierre de granit gris portait l'inscription « Marcel Dupont 1945-2023, gardien des montagnes et de leurs secrets ». Des fleurs fraîches, des chrysanthèmes orangés et des bruyères mauves étaient disposés dans un vase en pierre, témoignant des visites régulières de Julien. Mathilde resta immobile devant la tombe, son visage indéchiffrable, mais ses mains serrées l'une contre l'autre trahissant son émotion. « C'est vous qui avez choisi l'épitaphe » demanda-t-elle finalement sans quitter la pierre des yeux. « Oui » confirma Julien. « C'est comme ça que les gens du village l'appelaient parfois. Marcel connaissait chaque sentier, chaque source, chaque histoire de ces montagnes. Et il gardait aussi beaucoup de secrets, y compris les siens, » murmura Mathilde. Elle s'agenouilla alors et sortit de son sac un petit bouquet de lavande séchée entouré d'un ruban bleu, identique à celui qui liait les lettres de son père. « Je l'ai cueilli dans notre jardin à Saint-Émilion », expliqua-t-elle en plaçant délicatement la lavande contre la pierre tombale. « Il m'en offrait toujours quand j'y étais petite. Il disait que son parfum éloignait les cauchemars. » Julien et Élise reculèrent de quelques pas, laissant Mathilde seule avec ses souvenirs et ses émotions. Elle resta agenouillée un long moment, ses lèvres bougeant parfois comme si elle parlait à son père, son visage traversé par une gamme d'émotions, chagrin, regret, tendresse, et finalement une sorte de paix. Quand elle se releva enfin, ses yeux étaient humides, mais son expression était plus sereine qu'auparavant. « Merci de prendre soin de sa tombe », dit-elle à Julien et Élise. « C'est important qu'il ne soit pas oublié. »« Les gens ici se souviendront longtemps de lui », répondit Julien. Marcel faisait partie de l'âme de ce village. Alors qu'il quittait le cimetière, le soleil commençait à descendre derrière les montagnes, baignant le paysage d'une lumière ambrée qui rendait tout plus beau, plus solennel. « J'aimerais voir la maison maintenant, » dit Mathilde doucement. « Si cela ne vous dérange pas de m'y conduire. »« Bien sûr, » acquiesça Julien. « J'ai les clés avec moi. » Le chemin vers la maison de Marcel semblait plus court et moins ardu qu'à l'habitude. Peut-être parce que cette fois, Julien n'avait pas à suivre un cheval échappé. La silhouette de la demeure se détacha bientôt sur le fond de la falaise calcaire, ses contours adoucis par la lumière du couchant.
Mathilde s'arrêta à quelques mètres de la maison, contemplant la façade avec une expression indéchiffrable. « Rien n'a changé, murmura-t-elle. C'est comme si le temps S était arrêté ici. Marcel N n'était pas du genre à moderniser, dit Julien avec un léger sourire. Il disait toujours que les vieilles maisons avaient une âme qu'il ne fallait pas perturber avec des rénovations inutiles. Il déverrouilla la porte et s'effaça pour laisser Mathilde entrer en premier. Elle franchit le seuil avec hésitation, comme si elle pénétrait dans un lieu sacré ou dans un rêve fragile qui pourrait se dissiper au moindre geste brusque. L'intérieur était exactement comme Julien et Élise l'avaient laissé après leur nettoyage. Propre, aéré, mais préservant l'essence même de ce qu'avait été le foyer de Marcel. Les fleurs qu'Élise avait apportées ajoutaient une touche de vie et de couleur à l'espace autrement figé dans le temps. « Où la cuisine ?» dit Mathilde en effleurant du bout des doigts la vieille table en chêne. « Maman préparait du pain ici tous les matins. Je me souviens de l'odeur qui remplissait toute la maison. » Elle avança lentement, touchant les objets comme pour s'assurer qu'ils étaient réels. La vieille horloge qui avait arrêté de fonctionner, les livres aux reliures fatiguées, le fauteuil usé où Marcel avait passé tant de soirées. « C'est comme si j'avais quitté ces lieux hier, » murmura-t-elle. « Chaque objet me raconte une histoire, me rappelle un moment partagé. » Elle s'arrêta devant une photographie encadrée accrochée au mur, une image d'elle-même à l'âge de 10 ou 12 ans, souriante, assise sur un rocher au bord d'un lac de montagne, son père à côté d'elle, pointant quelque chose à l'horizon. « Le lac des cygnes », dit-elle, un sourire nostalgique aux lèvres. « Nous y allions pêcher chaque été. Papa connaissait les meilleurs endroits pour attraper les truites. » Julien hocha la tête, reconnaissant le lieu. « Il m'y a emmené quelquefois. C était l'un de ses endroits préférés. « Voulez-vous monter à l'étage ?» proposa doucement Élise. « Nous avons nettoyé toutes les pièces. » Mathilde acquiesça et se dirigea vers l'escalier. Chaque marche qui craquait sous ses pas semblait éveiller un nouveau souvenir. Elle visita sa chambre d'enfant, presque inchangée avec ses rideaux à fleurs décolorées et l'étagère qui contenait encore quelques livres et jouets qu'elle avait laissés derrière elle. Puis vint le bureau, où Éclair les avait conduits vers la cachette secrète. Mathilde s'approcha immédiatement du mur où se trouvait la petite porte dissimulée. « Je n'ai jamais su qu'il y avait une cachette ici, » dit-elle, touchant la légère irrégularité dans la tapisserie. Comment Éclair pouvait-il le savoir? « C'est le mystère qui continue de nous intriguer, » admit Julien. « Peut-être que votre père lui montrait où il rangeait ses précieux souvenirs, ou peut-être que certains animaux perçoivent des choses qui nous échappent. » Mathilde hocha pensivement la tête, puis ouvrit le petit panneau dans le mur, révélant la cavité maintenant vide. Elle y glissa la main, comme pour sentir l'empreinte des objets qui y avaient été conservés si longtemps. « Il y a quelque chose ici, » dit-elle soudain, ses doigts rencontrant un objet au fond de la cachette. Elle le sortit délicatement. C était une petite boîte en bois sculptée que Julien n'avait pas remarquée lors de sa découverte initiale. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Élise, s'approchant avec curiosité. Mathilde ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur, sur un coussin de velours bleu décoloré, reposait une montre à gousset en argent ciselé. Elle la prit avec révérence, l'ouvrant pour révéler un cadran élégant aux chiffres romains et une inscription gravée à l'intérieur du couvercle. « À Marcel, pour que le temps nous rapproche plutôt que de nous séparer. Mathilde, 1990. » « Je lui avais offerte pour son anniversaire, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. C était juste avant. « Et avant que tout ne se brise entre nous, je pensais qu'il l'avait jetée ou vendue. Il l'a gardée tout ce temps, » dit doucement Julien, « dans un endroit spécial. Avec les lettres qu'il n'a jamais osé m'envoyer, » compléta Mathilde, refermant doucement la montre et la serrant contre son cœur. Les objets les plus précieux pour lui. Le silence qui suivit était chargé de émotion, mais dépourvu de la tension qui avait caractérisé les premiers moments de la visite de Mathilde.
C était un silence de réconciliation, de compréhension tardive mais profonde. « Qu'allez-vous faire maintenant » demanda finalement Élise. « Pour la maison, je veux dire. » Mathilde regarda autour d'elle, semblant mesurer le poids de l'héritage qui lui revenait désormais. « Je ne sais pas encore, » admit-elle. « Je ne peux pas m'imaginer la vendre. Il y a trop de souvenirs ici, mais je ne peux pas non plus y vivre. Ma vie est à Saint-Émilion maintenant, avec Philippe et nos vignes. » Elle se tourna vers Julien. « Peut-être pourriez-vous continuer à veiller sur elle pour moi. Et peut-être qu'un jour, mes petits-enfants voudront connaître l'endroit où leur arrière-grand-père a vécu, où leur grand-mère a grandi. Ce serait un honneur, » répondit sincèrement Julien. « Marcel était mon ami. Sa maison sera toujours sous ma protection. » Ils redescendirent ensemble, Mathilde s'arrêtant parfois pour toucher un objet, observer un détail qui éveillait un souvenir particulier. Dans le salon, elle remarqua l'absence de l'instrument dans l'étui à violon qu'ils avaient retrouvé. « Je me demande ce qui est arrivé à son violon, » dit-elle. « L'étui était vide quand vous l'avez trouvé ?» Julien acquiesça. Il ne contenait que les lettres, le carnet et la clé. Mathilde sembla réfléchir. C'est étrange. Ce violon était précieux pour lui. Il appartenait à son père et avant lui à son grand-père. Peut-être l'a-t-il vendu dans ces dernières années, suggéra Élise. Ou donné à quelqu'un? Peut-être, concéda Mathilde, mais son expression restait pensive. Ou peut-être se trouve-t-il dans ce fameux coffre à lion. Dans le trésor familial dont il parle. Le soleil avait presque disparu derrière les montagnes lorsqu'ils quittèrent la maison, plongeant la vallée dans une pénombre bleutée traversée des derniers rayons dorés. Mathilde ferma la porte derrière elle avec une délicatesse presque cérémonielle, comme si elle scellait un pacte silencieux avec le passé. Sur le chemin du retour vers le village, chacun était perdu dans ses pensées, le silence uniquement troublé par le bruissement des feuilles sous leurs pas, et le chant distant d'un oiseau tardif. Ce fut Mathilde qui rompit finalement ce silence contemplatif. « Je partirai pour Lyon demain », annonça-t-elle avec une détermination tranquille. « Je dois savoir ce que contient ce coffre. » Julien hocha la tête, comprenant parfaitement cette nécessité de clôturer le chapitre commencé aujourd'hui. « Voulez-vous que nous vous accompagnions ?» proposa-t-il. Lyon n'est qu'à 2 heures de route d'ici. Mathilde sembla hésiter, pesant cette offre. « Ce serait gentil, » dit-elle finalement. « Vous avez fait partie de cette aventure depuis le début. Il me semblerait juste que vous envoyiez la conclusion. Et puis, ajouta Élise avec un sourire chaleureux, si le coffre contient effectivement des objets de valeur ou des souvenirs importants, il serait préférable que vous ne soyez pas seul pour les transporter. C'est décidé alors, conclut Mathilde. Nous partirons ensemble demain matin, si cela vous convient. De retour au village, ils raccompagnèrent Mathilde jusqu'à l'auberge du Vieux Chêne, un établissement modeste mais charmant qui servait d'hôtel et de restaurant aux rares visiteurs de Saint-Étienne-du-Mont. « Je vous retrouverai ici demain à 9 heures, » dit Julien en lui serrant la main. « Reposez-vous bien. Merci pour tout, » répondit Mathilde, son regard plus chaleureux qu'à son arrivée. Cette journée a été révélatrice. Douloureuse par moments, mais nécessaire. Cette nuit-là, Julien eut du mal à trouver le sommeil. Il se tournait et se retournait, son esprit refusant de se calmer, revisitant chaque moment de cette journée extraordinaire. Élise, sentant son agitation, se tourna vers lui dans la pénombre de leur chambre. « À quoi penses-tu » murmura-t-elle. « À Marcel » répondit-il honnêtement. À Éclair, à toute cette histoire incroyable. « Tu crois vraiment que Éclair savait pour les lettres ?» demanda-t-elle, donnant voix à la question qui les avait tous hantés depuis le début. Julien soupira. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. La façon dont il se comportait, la précision avec laquelle il nous a guidés vers cette cachette spécifique. Ce N n'était pas un hasard. Les animaux sont plus sensibles que nous le pensons, murmura Élise.
Peut-être a-t-il perçu quelque chose, une odeur, un son que nous ne pouvions pas détecter. Ou peut-être, dit Julien, formulant pour la première fois une pensée qu'il avait effleurée, peut-être que Marcel, lui-même, le guidait d'une certaine façon. Élise resta silencieuse un moment, considérant cette possibilité. « Tu veux dire, comme un esprit ?»« Je ne sais pas, » admit Julien. « Je sais seulement que certaines choses dans cette vie dépassent notre compréhension. » Le lendemain matin, ils se présentèrent ponctuellement à l'auberge du Vieux Chêne, où Mathilde les attendait déjà, vêtus d'un tailleur bleu marine élégant qui contrastait avec la simplicité de leur tenue campagnarde. « J'ai pensé que nous pourrions prendre ma voiture, » proposa-t-elle. Elle est plus spacieuse pour le voyage. Le trajet jusqu'à Lyon se déroula dans une atmosphère détendue, bien différente de la tension qui avait marqué leur première rencontre. Mathilde leur parla de sa vie à Saint-Émilion, de son mari Philippe, qui dirigeait le domaine viticole familial, de leurs 2 enfants maintenant adultes, Sophie, professeure d'histoire à l'université de Bordeaux, et Thomas, qui travaillait avec son père dans la viticulture. Marcel aurait été fier, commenta Julien. Il parlait souvent de son admiration pour les personnes éduquées. Il regrettait de n'avoir jamais pu faire des études supérieures lui-même. Il était pourtant l'homme le plus cultivé que j'ai connu, dit Mathilde avec un sourire nostalgique. Il lisait constamment, s'intéressait à tout. C'est lui qui m'a donné le goût des livres et de l'histoire. Il m'a appris énormément sur la montagne, les animaux, les plantes médicinales, ajouta Julien. Son savoir était différent, mais tout aussi précieux. À Lyon, ils se dirigèrent directement vers la banque régionale, un bâtiment imposant de style néoclassique au cœur du vieux Lyon. La clé serrée dans son poing, Mathilde semblait à la fois déterminée et légèrement anxieuse en gravissant les marches de marbre qui menaient à l'entrée principale. À l'intérieur, l'atmosphère était feutrée, imprégnée de cette dignité particulière aux institutions financières anciennes. Mathilde s'adressa à l'accueil, expliquant sa situation et présentant la clé ainsi que ses papiers d'identité. Après quelques vérifications et appels téléphoniques, un responsable des coffres-forts, un homme d'une 50aine d'années au costume impeccable, vint les accueillir. « Madame Laurent », la salua-t-il avec déférence, « je suis Monsieur Dufresne, responsable du service des coffres, si vous voulez bien me suivre. » Il les conduisit à travers un dédale de couloirs jusqu'à une salle sécurisée au sous-sol. Des rangées de coffres-forts en métal gris s'alignaient sur les murs, numérotés avec précision. « Le coffre 237 est l'un de nos plus anciens », expliqua Dufresne, tandis qu'il se dirigeait vers le fond de la salle. « Il est dans notre établissement depuis plus de 60 ans. » Monsieur Dupont venait le vérifier régulièrement, mais à ma connaissance, son contenu n'a jamais été modifié depuis au moins 2 décennies. Ils s'arrêtèrent devant un coffre de taille moyenne, situé à hauteur d'yeux. La serrure semblait ancienne mais bien entretenue. « Je vais vous laisser en privé, » dit Dufresne, après avoir vérifié l'authenticité de la clé. « Prenez votre temps. Utilisez la sonnette sur le mur quand vous aurez terminé. » Une fois seule, Mathilde regarda la clé dans sa main, puis le coffre devant elle, comme si elle rassemblait son courage. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « J'ai l'impression d'être au bord d'un précipice, ne sachant pas ce qui m'attend en bas, quoi qu'ils contiennent, » dit doucement Élise, « ce sont des objets que votre père voulait que vous ayez. »« Des fragments de votre histoire familiale !» Mathilde hocha la tête, puis inséra la clé dans la serrure. Elle tourna avec une légère résistance, puis le mécanisme céda dans un clic satisfaisant. La porte du coffre s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une boîte en bois précieux, finement ouvragée, ainsi qu'une enveloppe épaisse posée sur le dessus. Mathilde sortit ces objets avec précaution et les déposa sur la table mise à disposition au centre de la pièce. Elle ouvrit d'abord l'enveloppe. Elle contenait des documents légaux, l'acte de propriété de la maison de montagne,
des titres de propriété pour plusieurs parcelles de terrain dans la région de Saint-Étienne-du-Mont et un testament holographe écrit de la main de Marcel. « Il me lègue tout », murmura Mathilde en parcourant rapidement le document. « La maison, les terres… Il n'a jamais rien vendu, contrairement à ce que je croyais. » Elle reposa le testament et se tourna vers la boîte en bois. Le couvercle était orné d'incrustations en nacre formant un motif floral délicat. Avec des gestes empreints de révérence, elle l'ouvrit. Un souffle collectif échappa des trois spectateurs. À l'intérieur, sur un coussin de velours rouge, reposait un violon d'une beauté saisissante, son bois poli brillant doucement sous la lumière artificielle de la salle des coffres. À côté de l'instrument se trouvait un écrin en cuir qui, lorsque Mathilde l'ouvrit, révéla un collier en or serti de saphirs et de petits diamants, ainsi qu'une paire de boucles d'oreilles assorties. « Les bijoux de ma grand-mère », murmura Mathilde, touchant délicatement le collier. « Maman les portait le jour de son mariage. Je croyais qu'ils avaient été vendus après sa mort pour couvrir les frais médicaux. » Sous le violon et l'écrin à bijoux se trouvait une collection de photographies anciennes, certaines en noir et blanc, d'autres en couleur passée, documentant l'histoire de la famille Dupont sur plusieurs générations. Et tout au fond de la boîte, un petit sac en velours contenant plusieurs pièces d'or anciennes, probablement d'une valeur considérable tant historique que monétaire. « Le violon de Stradivarius », dit Mathilde, soulevant délicatement l'instrument. « Du moins, c'est ainsi que mon père l'appelait. Je doute qu'il s'agisse d'un véritable Stradivarius, mais il était dans notre famille depuis des générations. Mon arrière-grand-père était luthier. » Elle caressa doucement les cordes, produisant un son doux et mélancolique qui résonna dans la pièce silencieuse. « Il est magnifiquement conservé », observa Julien. Marcel devait l'entretenir régulièrement. « Ces objets valent probablement une petite fortune », ajouta Élise, impressionnée par la beauté des bijoux et la qualité évidente du violon. « Ce n'est pas leur valeur monétaire qui compte, » répondit Mathilde, les yeux brillants d'émotion. « C'est ce qu'ils représentent, notre histoire familiale, nos racines, tout ce que mon père voulait préserver et me transmettre malgré notre séparation. » Sous le sac de pièces d'or, Mathilde découvrit une dernière enveloppe, plus petite que la première, portant simplement son prénom. Elle l'ouvrit avec précaution et en sortit une feuille pliée, couverte de l'écriture familière de Marcel. Mathilde déplia lentement la lettre, ses doigts tremblant légèrement. Le papier jaunâtre craquelait sous ses gestes, comme s'il protestait après tant d'années de silence. Elle prit une profonde inspiration et commença à lire à voix haute, partageant ses derniers mots avec Julien et Élise, qui avaient joué un rôle si crucial dans cette réconciliation posthume. « Ma chère Mathilde, si tu lis ces mots, c'est que tu as trouvé le courage que je n'ai jamais eu, celui de faire le premier pas vers la réconciliation. Ou peut-être que la Providence s'en est mêlée d'une façon que je ne peux imaginer. Ce coffre contient notre héritage familial, non pas seulement des objets de valeur, mais les témoins silencieux de notre histoire. Le violon a joué lors des mariages, des baptêmes et des funérailles de notre famille depuis 5 générations. Les bijoux ont orné le cou de ta grand-mère, puis de ta mère, le jour où elles ont prononcé leurs vœux. Les photographies racontent notre passé mieux que mes mots maladroits ne pourraient jamais le faire. J'ai gardé ces trésors pour toi, Mathilde. Même dans nos années de silence, je n'ai jamais cessé de te considérer comme l'héritière légitime de tout ce que nos ancêtres nous ont transmis. La querelle qui nous a séparés était née de ma peur, peur de te perdre, peur du changement, peur de voir s'éteindre les traditions que j'avais juré de protéger. J'avais tort concernant Philippe. J'ai compris trop tard que mon jugement était faussé par mes préjugés. Pardonne à un vieil homme son entêtement ridicule. Les terres que je te lègue sont peut-être le cadeau le plus précieux de tous. Elles ont nourri notre famille pendant des siècles. Certaines sont devenues improductives, mais d'autres pourraient compléter les vignobles de ton mari. Oui,
J'ai appris que le domaine Laurent S était étendu ces dernières années. Puisse cette ironie du sort apporter la guérison plutôt que raviver de vieilles blessures. Il y a une dernière chose que je dois te dire, ma fille. Chaque jour sans toi a été incomplet, chaque joie ternie par ton absence, chaque chagrin alourdi par l'impossibilité de le partager avec toi. Je ne sais pas si, là où tu es maintenant, tu peux trouver dans ton cœur la grâce de pardonner à ton père têtu. Mais sache que mon amour pour toi n'a jamais faibli, même dans les moments les plus sombres de notre séparation. Avec tout mon amour, ton père, Marcel. La voix de Mathilde s'était brisée sur les derniers mots. Des larmes coulaient librement sur son visage, mais son expression haine n'était pas celle de la douleur pure. C'était un mélange complexe de chagrin, de soulagement et d'une paix nouvellement trouvée. Julien et Élise restèrent silencieux, profondément émus par ces mots venant d'outre-tombe. C'était comme si Marcel lui-même était présent dans cette salle austère, sa voix résonnant à travers les mots que sa fille venait de lire. « Il savait pour les vignobles », murmura finalement Mathilde, essuyant ses larmes. « Il se tenait au courant de ma vie, même à distance. Il n'a jamais cessé de s'intéresser à vous », confirma Julien. Il posait parfois des questions subtiles aux gens du village qui avaient des contacts dans la région de Bordeaux. Il collectait des articles de journaux qui mentionnaient le domaine Laurent. Mathilde sourit à travers ses larmes, et moi qui croyais qu'il m'avait complètement effacé de sa vie. Elle caressa doucement le violon. « J'aimerais l'entendre jouer une dernière fois. Peut-être pourriez-vous apprendre, » suggéra Élise. « Ce serait une belle façon d'honorer sa mémoire. » « Peut-être, » acquiesça Mathilde, songeuse. Elle commença à replacer soigneusement les objets dans la boîte, s'arrêtant parfois pour examiner plus attentivement une photographie ou toucher délicatement les bijoux. « Ces trésors raconteront notre histoire à mes petits-enfants. Ils sauront d'où ils viennent. » Une fois tous les objets sécurisés, Mathilde referma la boîte en bois et Julien appuya sur la sonnette pour signaler qu'ils avaient terminé. Monsieur Dufresne réapparut promptement pour les escorter hors de la salle des coffres. Les formalités administratives pour le transfert officiel du contenu du coffre à Mathilde prirent près d'1 heure. Formulaires à signer, procédures à suivre, héritage à authentifier. Finalement, ils quittèrent la banque, Julien portant la précieuse boîte en bois jusqu'à la voiture. « J'aimerais faire un détour avant de rentrer à Saint-Étienne-du-Mont », annonça Mathilde, une fois installée au volant. Il y a un luthier réputé dans le Vieux-Lyon. J'aimerais faire examiner le violon, m'assurer qu'il est toujours en bon état après toutes ces années. Le luthier, M. Renaud, était un homme âgé aux mains étonnamment agiles et aux yeux vifs derrière d'épaisses lunettes. Il accueillit Mathilde avec respect lorsqu'elle lui expliqua l'origine de l'instrument et sa valeur sentimentale. Avec des gestes experts et précautionneux, il examina le violon sous toutes ses coutures, testant les cordes, inspectant le bois, vérifiant l'archet qui l'accompagnait. « C'est un très bel instrument », déclara-t-il finalement. « Un Guarneri, probablement du milieu du XVIIIe siècle. Pas un Stradivarius, mais presque aussi précieux. »« Un Guarneri ?» répéta Mathilde, surprise. « Est-ce possible ?»« Sans aucun doute », confirma le luthier. La facture est caractéristique, et cette marque à l'intérieur, il tourna délicatement l'instrument pour leur montrer une inscription à peine visible à travers l'ouïe. C'est sa signature. Votre famille possède un trésor, Madame Laurent. Sa valeur dépasse largement le 1 million d'euros. Mathilde parut abasourdie. Mon père l'appelait le Stradivarius de famille, par affection. Je n'ai jamais pensé. Votre père le maintenait dans un état remarquable, ajouta M. Renaud avec admiration. Les cordes sont récentes, le bois a été régulièrement entretenu. Il aimait cet instrument. Pouvez-vous en jouer ? Demanda Mathilde. J'aimerais l'entendre. Le luthier hésita. Ce serait un honneur, mais je ne suis qu'un modeste joueur. Un tel instrument mériterait un véritable musicien. S'il vous plaît, insista doucement Mathilde, juste quelques notes. Avec un respect évident,
Monsieur Renaud accorda rapidement l'instrument, puis posa l'archet sur les cordes. Les premières notes d'une mélodie alpine, douce et mélancolique, s'élevèrent dans la petite boutique, emplissant l'espace d'une beauté poignante. Le son était d'une pureté cristalline, vibrant avec une profondeur et une richesse que seuls les instruments exceptionnels peuvent produire. Mathilde ferma les yeux, transportée. « C'est l'air que mon père jouait le soir quand j'y étais enfant », murmura-t-elle. « Comment pouvez-vous connaître cette mélodie ?» Le luthier sourit, continuant à jouer. « C'est un air traditionnel de votre région. Le berger solitaire, on l'appelle parfois. Il raconte l'histoire d'un homme qui attend le retour de sa bien-aimée. » Quand la dernière note S s'éteignit, le silence qui suivit semblait presque sacré. Monsieur Renaud rendit le violon à Mathilde avec une révérence qui témoignait de son respect pour l'instrument et pour l'histoire qu'il portait. « Votre père a préservé plus qu'un objet précieux, dit-il doucement. Il a préservé une voix du passé, un lien vivant avec vos ancêtres. » De retour sur la route vers Saint-Étienne-du-Mont, Mathilde semblait transformée. Une sérénité nouvelle émanait d'elle, comme si le poids des regrets et des occasions manquées était allégé. « Je comprends mieux maintenant, » dit-elle, alors qu'ils traversaient des paysages de plus en plus montagneux. « Mon père n'a jamais cessé d'espérer une réconciliation. Chaque lettre qu'il écrivait sans l'envoyer, chaque visite au coffre-fort, chaque soin apporté à ses objets de famille, étaient autant de gestes d'amour et de foi en l'avenir. » « L'amour trouve toujours un chemin, » dit doucement Élise. « Parfois, il emprunte des routes inattendues, comme un cheval obstiné qui refuse d'abandonner la mission confiée par son maître. » Mathilde sourit à cette pensée. « Éclair, j'ai hâte de le revoir avant mon départ. » Pour le remercier, le soleil commençait à décliner lorsqu'ils atteignirent les abords de Saint-Étienne-du-Mont. Les derniers rayons doraient les sommets des montagnes, créant un tableau d'une beauté saisissante. « J'ai pris une décision », annonça soudain Mathilde. « Je ne vais pas vendre la maison. En fait, je pense que je vais la restaurer. Pas pour y vivre en permanence, mais comme un lieu de rassemblement familial. Un endroit où mes enfants et petits-enfants pourront découvrir leurs racines. Marcel en serait heureux, » dit Julien avec un sourire chaleureux. « Et vous m'aiderez » demanda-t-elle. « Vous connaissez la maison, vous compreniez ce qu'elle représentait pour mon père. »« Avec plaisir, » assura Julien. « Et sera une façon de maintenir vivante la mémoire de votre père. » À l'approche du village, Mathilde ralentit soudainement, puis s'arrêta sur le bas-côté de la route. « Regardez, » dit-elle, pointant vers un pré en contrebas. Là, baigné dans la lumière dorée du couchant, se tenait Éclair. Le magnifique étalon alezan paissait paisiblement, sa silhouette majestueuse se détachant contre le vert des pâturages. Comme s'il avait senti leur présence, il releva la tête et regarda dans leur direction, immobile et attentif. « Il semble si paisible maintenant, » remarqua Mathilde. « Comme s'il avait accompli ce qu'il devait faire. »« C'est exactement ça, » confirma Julien. « Depuis que nous avons trouvé les lettres, il a cessé ses escapades. Il est redevenu le cheval tranquille qu'il était du vivant de Marcel. » Ils restèrent un moment à contempler l'animal, touchés par la beauté simple de cette scène et par tout ce qu'elle symbolisait, la fidélité au-delà de la mort, la persévérance de l'amour et le pouvoir de la vérité, même tardive, à guérir les blessures les plus profondes. Les 2 jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités et d'émotions. Mathilde, initialement venue pour un séjour bref, décida de prolonger sa visite pour commencer à planifier la restauration de la maison familiale et régler divers aspects administratifs liés à son héritage. Julien et Élise l'aidèrent à contacter un architecte spécialisé dans la rénovation de bâtisses anciennes, tout en respectant leur caractère historique. Ensemble, ils parcoururent chaque pièce de la maison, notant ce qui devait être restauré, préservé ou modernisé avec discrétion. « Je voudrais conserver
Elle âme de cet endroit, expliqua Mathilde alors qu'ils examinaient de la charpente vieillie, mais toujours solide. Pas de transformation radicale, juste ce qu'il faut pour la rendre confortable pour les visites familiales. La structure est étonnamment saine, nota Julien. Et Marcel veillait à l'entretien essentiel, même s'il n'était pas porté sur les modernités. Mathilde sourit, touchant le bois patiné de la poutre centrale. Il était comme cette maison, d'apparence rustique, mais d'une solidité à toute épreuve. Le matin de son départ, Mathilde exprima le souhait de passer un moment seul avec Éclair. Julien l'accompagna jusqu'au pré, puis se retira discrètement, la laissant avec le fidèle compagnon de son père. De loin, il observa leur rencontre. Mathilde s'approcha lentement de l'étalon qui paissait tranquillement. L'animal releva la tête à son approche, ses oreilles pointées en avant avec intérêt. Sans hésitation, il s'avança vers elle, comme s'il reconnaissait en elle une part de son maître bien-aimé. Julien ne pouvait entendre leurs échanges, mais il vit Mathilde parler doucement au cheval, caressant son encolure puissante avec tendresse. À un moment, elle appuya son front contre celui de Éclair, dans un geste d'une intimité surprenante, comme si une communication silencieuse établissait entre eux. Quand elle revint vers Julien, ses yeux brillaient d'émotion contenue, mais son visage reflétait une sérénité nouvelle. « Il est extraordinaire », dit-elle simplement. « Oh, je comprends pourquoi mon père l'aimait tant. »« Qu'allez-vous faire pour lui ?» demanda Julien, la question qui le préoccupait depuis plusieurs jours. « J'aimerais qu'il reste ici », répondit Mathilde sans hésitation. Dans cet environnement qu'il connaît, avec les personnes qui prennent soin de lui, s'il vous convient de continuer à veiller sur lui, bien sûr, ce serait un honneur, assura Julien, soulagé. Ilès était attaché à Éclair et redoutait de devoir s'en séparer. Je le traiterais comme s'il était le mien. Je sais, sourit Mathilde, c'est exactement ce que vous avez promis à mon père, n'est-ce pas? Julien acquiesça, ému qu'elle comprenne la profondeur de son engagement. Je reviendrai souvent, promit-elle, pour superviser les travaux de la maison, mais aussi pour voir Éclair, et j'amènerai mes petits-enfants. Julie et Antoine devraient me connaître cet endroit, apprendre son histoire, notre histoire. Avant son départ, une dernière visite s'imposait. Ils se rendirent tous trois au cimetière, où Mathilde déposa un bouquet frais sur la tombe de son père. Cette fois, elle ne s'agenouilla pas. Elle resta debout, droite et digne, semblant communiquer silencieusement avec celui qui reposait là. « Moi, je lui ai pardonné », dit-elle simplement en se détournant finalement de la pierre tombale. « Et je crois qu'il m'aurait pardonné aussi. » De retour à la ferme, où sa voiture l'attendait chargée du précieux contenu du coffre-fort et de quelques objets personnels qu'elle avait souhaité emporter de la maison, Mathilde embrassa chaleureusement Élise. « Merci pour votre gentillesse, » dit-elle avec sincérité. « Pour m'avoir accueilli sans jugement, alors que j'arrivais ici pleine d'appréhension et de vieux ressentiments. Les familles sont compliquées, » répondit Élise avec un sourire compréhensif. « Mais l'amour est plus fort que les malentendus, si on lui donne une chance. » Puis Mathilde se tourna vers Julien et lui tendit un paquet soigneusement emballé. « Pour vous, » dit-elle. « Un petit témoignage de ma gratitude. » Surpris, Julien défit le papier pour découvrir la montre à gousset en argent, celle que Mathilde avait offerte à son père et qu'ils avaient trouvée dans la cachette secrète. « Je ne peux pas accepter, » protesta-t-il, troublé. « C'est un souvenir de famille. »« C'est précisément pourquoi je veux que vous l'ayez, » insista Mathilde. « Vous étiez la famille de mon père quand je ne l'étais plus. Vous avez veillé sur lui, partagé ses dernières années, écouté ses histoires. Cette montre symbolise le temps, celui que vous lui avez donné, celui qu'il n'a pas pu partager avec moi. Gardez-la, je vous en prie. » Profondément ému, Julien accepta finalement le cadeau, serrant la montre dans sa paume comme un trésor inestimable. « Merci, dit-il simplement. J'en prendrai le plus grand soin. »
Je n'en doute pas, sourit Mathilde. Comme vous prenez soin d'Éclair, comme vous avez pris soin de mon père, les adieux furent brefs mais chaleureux, sans la mélancolie qui accompagne habituellement les séparations. Car ce N n'était pas vraiment un adieu, plutôt le début d'un nouveau chapitre dans une histoire qui avait failli s'achever prématurément. Je serai de retour dans 3 semaines, promit Mathilde en montant dans sa voiture. L'architecte aura terminé ses plans d'ici là. Nous vous attendrons, assura Julien. Éclair aussi. Ils la regardèrent s'éloigner, sa voiture disparaissant progressivement sur la route sinueuse qui menait hors du village. Puis, main dans la main, ils se dirigèrent vers le pré où Éclair les observait, sa silhouette majestueuse se détachant contre le bleu profond du ciel. « Je me demande s'il comprend ce qu'il a accompli », murmura Élise en contemplant le magnifique animal. « Je crois qu'il le sait, » répondit Julien. « Regarde comme il est paisible maintenant, comme si un fardeau avait été levé de ses épaules. » Éclair s'approcha d'eux, frottant doucement sa tête contre l'épaule de Julien, ce geste d'affection qui était devenu leur rituel particulier. Julien sortit la montre à gousset de sa poche et l'ouvrit, révélant son cadran élégant qui continuait à mesurer le temps, imperturbable. « Le temps nous rapproche plutôt que de nous séparer », lut-il à voix haute, répétant l'inscription gravée dans le couvercle. Marcel avait raison, finalement. La brise légère apporta les parfums familiers de la montagne, pin, thym sauvage, terre humide, et quelque part au loin, le tintement d'une cloche de vache résonna comme une bénédiction sur cette vallée où les secrets avaient enfin trouvé leur résolution. Julien rangea la montre et caressa l'encolure des Éclair, son regard embrassant les montagnes qui avaient été le royaume de Marcel. Il ressentit soudain une certitude profonde que son vieil ami était en paix maintenant, que le cycle était complet, que les lettres jamais envoyées avaient finalement atteint leur destinataire. « Allez, mon grand », dit-il doucement au cheval. « Rentrons à la maison. » Éclair hennit doucement, comme en approbation, et les suivit docilement le long du chemin qui menait à la ferme. Sa mission mystérieuse était accomplie. Les secrets avaient été révélés, les liens brisés, réparés, et l'amour, patient et persévérant, avait finalement triomphé du silence et du temps. Dans les semaines et les mois qui suivirent, la maison de Marcel reprit vie sous la direction attentive de Mathilde et les soins constants de Julien. Les petits-enfants de Mathilde vinrent découvrir ce lieu chargé d'histoire, écoutant avec émerveillement l'histoire extraordinaire du cheval qui avait permis leur reconnexion avec ce patrimoine presque perdu. Et Éclair, héros silencieux de cette histoire, coulait des jours paisibles dans les pâturages de Saint-Étienne-du-Mont, veillant comme un gardien bienveillant sur la maison de son ancien maître, où désormais résonnaient à nouveau des rires et des voix joyeuses. Le plus beau des hommages à la mémoire de Marcel Dupont.